Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te partager un trade sur Pound Yen que j'ai pris récemment, qui est d'ailleurs après mon gros drawdown de janvier. Donc, mon but, c'est aussi un peu de te partager comment je vais faire pour rattraper ce drawdown-là, qui est un peu compliqué. Mais je vais quand même, je vais quand même y arriver. Et puis, je vais te partager ça sans filtre, comme d'habitude. Donc, la première chose, là, j'étais en H4. Donc j'avais tracé cette sorte de trendline, mais bon, en vrai, elle sert un peu à rien, si je suis honnête. Là, on avait 2 zones, OK? Et je vais t'expliquer le contexte juste après. Donc j'avais tracé 2 zones comme tu peux le voir, une qui est, plus serrée, donc assez petite, où on voit vraiment le maximum où une bougie pourrait vraiment aller chercher, on va dire une résistance, et un peu plus gros, où ça reprend un peu toute la zone globale. Donc ça, c'est purement de l'analyse technique. Ensuite, en target, j'avais les 207 en vision, parce qu'on avait une zone, un peu plus en daily ou weekly. Tandis que, bah, mettre un stop aussi large pour aller chercher ça, bah, c'est pas super intéressant. Donc je visais clairement plus bas. Puis après, je vais te montrer d'autres raisons de pourquoi. Mais voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, donc j'avais fait ma watchlist le dimanche et en fait, il y avait pas cette bougie rouge là, comme tu peux le voir, on était sur la dernière, donc la bleue comme ça. Donc je me disais: «OK, je vais attendre de meilleurs prix». Donc j'avais pas encore tracé cette fake résistance, c'est pas une résistance, mais je me suis dit: «Il y a des possibilités, il y a des chances qu'on revienne dessus, pour la confirmer et du coup en faire une résistance». Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'attendais vraiment de meilleurs prix plus, un rejet avant de rentrer. Et en fait, dès lundi, dès que je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue, c'est cette grosse bougie en 4 heures qui a été clôturée à la baisse et du coup, j'ai tracé un niveau Fibonacci, donc de là à ici, OK? Donc sur du plus petit time frame, sur du 1 heure et en fait, on est venu toucher les 61 Fibo et repartir. Donc j'étais rentré en fait sur, 2 positions parce que comme tu peux le voir, ici j'ai un stop loss ici, donc qui est juste au-dessus de cette mèche, cette bougie et un au-dessus qui est vraiment au-dessus de la zone. Donc c'est sur 2 comptes différents. J'ai voulu prendre 2 risques différents aussi tout en visant la même target et globalement, qu'est-ce qu'on a pu avoir? D'abord, je vais te donner mes raisons et aussi le pourquoi. Donc je disais pour le GBP, je suis baissier car pas de catalyseur cette semaine, donc ça c'était dans mon rapport, du dimanche, avant cette semaine du coup et du coup je disais: «Je suis baissier car pas de catalyseur cette semaine», donc on n'avait aucune data, qui allait arriver. Quelques speeches mais rien de bien fou et je dis quelques datas annexes, donc des datas comme tu peux voir sur, Forex Factory et qui vont être, un peu en jaune, d'accord? Donc en soi, qui vont pas forcément apporter de la volatilité, donc ça ne risque pas, d'amener de la volatilité. Ensuite sur le Unweighted Currency Index, donc ça c'est l'indice de devises non pondérées, on peut voir une reprise de vendeurs claire et nette. Donc ça c'est encore une fois de l'analyse technique que je vais te montrer. Ce qui me dit que la livre sterling est surévaluée, et le Manchester montre 63,7 de probabilité d'avoir une baisse de taux à la prochaine réunion. Donc globalement, j'avais une vision légèrement baissière, surtout d'un point de vue technique, sur le GBP. Fondamentalement, il n'y avait pas grand-chose qui allait impacter la paire, la paire était clairement surévaluée et je vais te montrer ça en fait. Donc là, c'est le trade actuellement que je vais te montrer un petit peu et t'expliquer un petit peu comment je vais le manage. Et donc c'était où? Elle nous était tac, celui-là. OK, donc comme tu peux le voir, on était actuellement vers, ces zones-là, OK? Quand j'allais prendre le trade et ce que tu peux voir, c'est qu'on avait cassé, le low ici, donc je vais me mettre en daily comme ça tu vois bien. On avait cassé ce low et du coup, mon but c'était d'attendre une correction, pour, clairement aller chercher plus bas et en fait, quand tu regardes le côté, technique, c'est pour ça que je disais que j'étais plus baissier, c'est qu'à chaque fois on rejette cette zone et que cette zone-là, clairement été bien rejetée comme il fallait, elle a clairement été respectée et au final, on n'a fait que rejeter, rejeter, rejeter et maintenant en point précis, je vise à peu près ça, ce support. Je pense que c'est une bonne zone à viser et je reste patient de toute façon. Le truc, c'est que je suis assez, agressif sur le trade, je vais t'expliquer pourquoi et aussi on a le yen japonais qui, a pété un peu à la hausse parce qu'on a eu en fait des craintes sur une potentielle intervention de la BOJ que je vais t'expliquer ici aussi. Donc, pour le yen, globalement, le yen a été drivé par le sentiment risk on. Donc, ce que ça veut dire, c'est que avec toutes les, comment dire, avec toutes les datas géopolitiques qu'il y a eu, que ce soit par rapport à Trump avec le Groenland,
entre l'Iran, et les États-Unis, hem, la Russie et les États-Unis pour le contrat, New Start, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je crois que c'est quasiment tout et aussi du coup les craintes d'une intervention de la BOJ, le nouveau président de la Fed, tout ça, ça a créé en fait un beau mélange d'incertitudes et c'est pour ça que je dis qu'il a été drivé par le sentiment risk on et la force du dollar, d'accord? Donc globalement, normalement, il faut savoir que le yen japonais est une valeur refuge, mais qui en soi, à ce moment-là, n'a pas du tout fait office de valeur refuge pendant ces moments d'incertitude. Puisque c'est le dollar en fait qui agit comme une sorte de valeur refuge. Alors ça arrive pas dans tous les cas que le dollar, hem, fait office de valeur refuge, mais elle l'a été dans ce cas-là et en fait, elle a vraiment tiré le yen à la baisse et du coup, selon moi, ça faisait que le yen a clairement été sous-évalué, sachant qu'ils ont une politique monétaire qui maintenant est assez hawkish, donc ce qui veut dire qu'ils ont tendance à hausser les taux d'intérêt et ensuite ce qu'on peut voir du coup, bah, donc ça a été poussé par la force du dollar surtout, donc ce qui l'a clairement poussé à la baisse. La BOJ a tendance à avoir un ton assez hawkish donc concernant les taux comme je t'avais dit et même si la première ministre Takeshi, donc la nouvelle première ministre, les préfère bas. Je pense que si le yen se dévalue trop vite, ça pourrait mener à une intervention de la BOJ comme on avait pu voir sur dollar yen tout récemment et d'ailleurs je m'étais fait sortir sur cette position, en profit donc ça va, c'est pas dramatique. Mais et voilà et donc ça, le marché le prend clairement en compte. C'est-à-dire qu'on a pu voir que les paires avec du yen étaient clairement, enfin, je sais pas comment dire, mais quand je voyais une paire avec le yen, je me disais: «Les gens qui traitent cette paire-là, ils visent des zones légèrement avant une potentielle intervention de la BOJ, surtout avant la dernière intervention de la BOJ» et donc ce qui me ça me faisait, me remettre en question et me dire que bah, ça peut être intéressant de trader cette potentielle intervention de la BOJ en ayant un stop très large. Pourquoi? Parce que en ayant un stop large, j'ai de la marge, d'accord? C'est-à-dire que j'ai peu de chances de me faire sortir sur un petit mouvement, parce que voilà, le yen se dévalue à cause du dollar, à cause d'une autre devise. Et donc je me disais: «OK, bon, ça peut être intéressant de jouer ça sur un stop large». Maintenant, il me fallait, le setup. Donc j'avais déjà l'idée, par rapport à ce que je voulais faire, mais il me fallait, le setup et donc j'avais pas, à la base, j'avais pas forcément celui-là en visu. J'avais, pour te montrer, Cadienne. Donc Cadienne qui était en grosse hausse avec une correction ici, puis encore là et en fait, il était à peu près par là quand je voulais prendre le trade. Et en fait, bah, j'avais fait une petite analyse, voilà, après ce double top, comme quoi, bah, ça peut être intéressant, si cassure et et d'un retest d'aller chercher une vente. Sauf que, bah, comme tu peux voir, le prix, bah, il part sans moi et on n'est pas du tout revenu sur les niveaux Fibonacci ou même retester, ce support qui a été cassé. Et donc je me disais: «Bon, Cadienne, fondamentalement, c'est intéressant parce que, on a des tensions en ce moment entre l'Iran et les États-Unis et il faut savoir que le dollar canadien, il est pas mal drivé par le pétrole et l'Iran est un des plus gros, un des plus gros pays en gros pour le pétrole et exportateur, il me semble et du coup, ce que je voulais, c'était trader ça donc c'est pour ça que fondamentalement, je me disais: «Bon, les probabilités pour qu'il y ait vraiment des tensions entre, l'US et l'Iran à long terme, est-ce que vraiment ça a du sens? Je pense pas, je pense qu'on va plutôt aller sur une désescalade, surtout qu'on avait vu le VIX, donc l'indice de la peur, passer à peu près de 23 à 17, il avait fait une chute de 18 à peu près. Donc je me disais: «Bon, ça veut dire que globalement le sentiment, risk off, il se relâche, on est moins, en tension» et donc je me disais que c'était intéressant mais globalement le price action n'était pas fou. Donc le price action, c'est les mouvements de prix et il allait pas vraiment dans mon sens donc on va dire que pour une position, voilà, bon techniquement j'aurais pu, si je prenais là, mais j'avais pas encore assez de confirmation sachant que, bah, les négociations n'avaient pas vraiment encore commencé, donc je voulais pas prendre du risque d'aller mettre du cash là-dessus. Ensuite j'avais dollar yen, globalement dollar yen si je te montre un peu en weekly les zones que j'avais, c'est ici, c'était les zones de la dernière intervention, de la BOJ en 2024, ouais, juillet 2024 et donc ça pour moi c'était vraiment la zone rouge si on arrive dans cette zone, on est sûr à 99 que la BEJ va intervenir. Donc zone pour short, oui. Maintenant est-ce que ça peut être intéressant en zone, d'achat? Parce que beaucoup de gens allaient chercher des achats comme moi à un moment. Bah, là, j'étais pas convaincu et je me disais: «Non, c'est vraiment pas la meilleure idée» et le stop serait beaucoup trop large par rapport à ce que je pourrais aller chercher en termes de profit.
C'est-à-dire que, bah, si je voulais prendre un peu avant, donc on va dire là, avec un stop assez large, tu vois? Donc, au-dessus, bah, j'allais chercher, allez, à tout casser, 3,50 R. Donc c'est pas dégueulasse, mais, c'est pas si intéressant, en fait. Et en fait, pour le risque qu'il y avait, je voulais pas, surtout par rapport aux États-Unis. Et en plus, bah, OK, quand tu vois sur un time frame en weekly, ça paraît assez propre, mais enfin, quand tu vas sur un time frame en H4, bah, va le placer le stop loss, tu vois? C'est beaucoup trop, c'est une galère, c'est horrible. Et en plus, un truc qu'il faut absolument prendre en compte quand tu cherches ce genre de trade, tu cherches à trader, à court terme sur ce genre de position-là. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une très grosse décorrélation, au niveau, bah, de la politique monétaire, hein, sur le dollar et sur le yen japonais. Si je te montre ça, il me semble qu'ici je l'ai. Tac. Donc ici, tu peux voir les taux d'intérêt des banques, centrales. Et en orange, non, c'est pas en orange, c'est en rose, tu as le dollar américain qui est à 3,75. Donc il y a un bon taux d'intérêt si tu veux faire du carry trade. Donc, le carry trade, c'est, acheter une monnaie qui a, des taux d'intérêt élevés face à une monnaie qui a des taux d'intérêt très bas pour être payé en swap. Donc ça peut être super intéressant, sauf que là, du coup, les taux d'intérêt du yen japonais sont littéralement à 0,75. Ce qui fait que si plus tu gardes la position en vente sur dollar yen, plus tu vas te faire laminer en termes de swap. Tu vas prendre super cher, et c'est vraiment pas le but parce que, quand déjà tu as pas un RR super intéressant sur ce genre de trade, bah, tu pas envie de risquer 0,5 du capital, tu as envie d'y aller en risque complet globalement, enfin en tout cas pour ma part. Mais quand tu vois au final, bah, la différence de politique monétaire, d'intérêt, enfin de taux d'intérêt, bah, tu te doutes bien que c'est compliqué de garder un trade aussi longtemps. C'est trop risqué et ça en vaut vraiment pas la peine. J'ai vraiment pas envie de mettre mon argent là-dessus. Ça a pas de sens. Donc c'est pour ça que je dis, que ce genre de position-là, tu les prends à court terme. Tu veux trader une idée à court terme. Tu veux vraiment pas trader un changement de politique monétaire là-dessus, d'accord? Malgré que, bah, à court terme, voilà, c'est très intéressant comme on a pu le voir ici, beaucoup de gens en ont profité, j'imagine. Mais voilà, donc dollar yen, pareil, ne correspondait absolument pas à mes critères. J'avais pas fait d'analyse sur euro yen parce que je trouve que, bah, c'est pas une paire qui m'intéresse, enfin, c'est pas une devise qui m'intéresse, l'euro actuellement. Donc, j'ai 2 paires en watchlist, mais en soi, c'était en short, il y a un moment celui-là, mais au final il est parti à la hausse. Donc, je m'étais fait sortir en léger profit, il me semble, parce que j'avais shorté par là ou par là, et j'avais trail assez agressivement. Et euro suisse, bah, lui, il m'intéressait, beaucoup, sauf que vu que j'étais déjà exposé, comme il fallait sur, pound yen, bah, je trouvais pas ça super intéressant de prendre le risque. Surtout que, bah, j'étais allé en risque complet, donc c'est pas le but d'aller, on va dire, sur-s'exposer, quoi. On va faire de la surexposition. Et du coup, en daily, on avait cette zone-là qui faisait que d'être rejetée. Donc je trouvais ça super, intéressant parce que je me disais: «OK, là déjà la zone est plus petite que Dollarien, donc il y a une meilleure marge de manœuvre». Deuxièmement, en H4 le price action, bah, moi personnellement, bon, il est pas, godlike entre guillemets, mais il est suffisant pour moi, en tout cas, pour ma stratégie. C'est pas du price action dégueulasse, on rejette vraiment ces zones, très intéressantes, surtout vers la zone des 215. Donc c'est parfait, c'est une zone psychologique. Et ensuite, bah, on avait cette grosse trendline là en support, mais en soi, elle m'inquiétait pas tant parce que si on avait une intervention de la BOJ, bon, bah, tu te doutes bien, niveau liquidité et tout, on allait la péter comme il fallait. Et voilà, et au final, bah, l'intervention de la BOJ ne s'est pas faite, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé derrière. C'est que, en fait, il y a eu la crainte de l'intervention de la BOJ si le yen se dévaluait trop vite à cause de commentaires, et ça, je les avais notés, il me semble bien. Donc je vais finir de te lire ça d'ailleurs. Donc Takeshi les préfère bas. Je pense que si le yen se dévalue trop vite, ça pourrait amener une intervention de la BOJ. Et ça, le marché le prend clairement en compte. Et c'est ça en fait que je voulais trader. C'est le fait que le marché prend en compte qu'il va sûrement y avoir une intervention de la BOJ si le yen se dévalue trop vite. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je me positionne là-dessus de manière intelligente. Donc sur Pound Yen, par exemple, on a rejeté de manière brusque la résistance, donc celle que je t'avais montrée, en H4, qui est, ici, cette bougie-là. On l'a rejetée brusquement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ça booste la résistance et on arrive pas loin de ces zones, mais sur dollar yen. Et il faut savoir que pound yen et dollar yen sont,
Enfin, c'est pas ultra corrélé, mais globalement, ça l'est assez, par rapport au yen. Donc c'est-à-dire que, bah, si le dollar yen monte, bah, globalement, le pound yen il va aussi monter, par la même occasion. De plus, donc quand j'ai pris le trade, un commentaire du ministre japonais des Finances Katayama a déclaré qu'il ne commenterait pas les niveaux de change, mais a noté que les récentes fluctuations du yen étaient plutôt rapides et unilatérales. Donc il estime, dans ce qu'il veut dire, que, bah, entre guillemets, c'est pas juste que le yen se dévalue, aussi vite, c'est pour ça qu'il dit unilatéral. Mais, mais du coup, ça veut dire que le yen pour lui se dévalue bien trop vite que ce qu'il devrait, en réalité. Et donc ça le plaît pas. Et donc, j'ai noté, donc en gros, il a clairement commenté les niveaux de change, en petit message en mode: «Bon, bah, ceux qui veulent vendre du yen, attention, quoi». Et c'est pour ça que j'ai mis: «Ceux qui pourraient faire pression sur les vendeurs de yen». Donc ceux qui vendaient le yen actuellement, bah, selon moi, ils allaient se retirer parce qu'ils savent que c'est trop risqué de rester après ce genre de commentaires-là. Et il y en a eu d'autres après que j'ai pas noté, mais il y en a eu d'autres. Et du coup, ma conclusion était que, bah, ce trade consiste clairement à play une potentielle intervention de la BOJ. Je pense qu'ils vont continuer à faire pression, dans les communiqués pour calmer les vendeurs, mais vu que je ne peux pas prédire une intervention, j'ai un stop large et un stop légèrement plus serré, donc sur des bons niveaux. Et ensuite, on a pu voir que, bah, le prix allait dans mon sens, que les retails commençaient un peu à lâcher, le côté vendeur, de pound yen. Et au final, on passait donc au niveau des traders rentables à passer en vendeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que, ça s'appelle le DXM, il me semble, ou le 2MX, mais en gros, c'est le sentiment retail, qui fait que, bah, vu que la plupart des traders retail sur le marché perdent de l'argent, globalement, quand tu vois que tu as la plupart des retails qui sont en achat, bah, toi, tu as envie de vendre. C'est en gros, tu vas à l'inverse. Et donc quand moi, je vois que maintenant les traders retail commencent à être plus à enfin, à 82 sur de l'achat, et du coup les traders comme moi, à 18 en short, bah, c'est parfait pour moi, c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, bah, on peut voir que le prix, a fortement chuté. Et ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas eu de correction saine en H4, qui me permettent de trail mes stops. Sauf que aussi, vu que je suis en drawdown, je n'ai pas envie de prendre du profit partiel. Pourquoi? Parce que ça va limiter mon gain et c'est pas le but. Donc ce que je fais en 1 heure, je vais regarder, continuer de suivre les dernières bougies, tu vois, de voir un petit peu comment ça réagit. Et je vais même mettre d'ailleurs une petite alerte ici, où je vais mettre, bah, pullback, globalement. On a un pullback, tac. Donc voilà, on arrive sur des zones où on peut avoir un pullback et après en fait donc un retracement et en fait après repartir encore à la baisse. C'est pour ça que je mets mon stop loss, un peu plus large, enfin un peu plus agressif, d'accord? C'est-à-dire je vais être plus agressif parce que, on voit littéralement que, bah là, c'est chiant de voir, une impulsion baissière, mais ne pas pouvoir trailer comme il faut. Donc, je vais être plus agressif. Et comment je vais trailer mes stops? Tout simplement, par rapport à ce que je risque. C'est-à-dire que là, comment je peux essayer de te montrer ça avec ça? Là, tu vois, j'ai ça de gain qui est clôturé. Attendez. J'ai ça de gain qui est clairement clôturé, hem, qui est, sécurisé. Et en fait, bah, je m'attends encore à une baisse, qui va être comme ça. Et donc en fait, je risque simplement donc, je risque entre guillemets, ça de gain pour ça. Donc en fait, c'est une bonne chose, tu vois? Et donc faut essayer toujours de rester au minimum à un risque de 1 pour 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, je te laisse, et n'hésite pas à me dire, ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.